Salut les sorciers, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Science en question. Salut Marine, salut Lorraine. Salut Jean. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber malade après un repas de Noël? Non, pas encore, je touche du bois. Non, pas que je me souvienne, non. Eh bien vous êtes chanceuse parce que les repas de Noël, les banquets de mariage ou les déjeuners à la cantine qui finissent mal, c'est assez fréquent. Et pour cause, plusieurs micro-organismes peuvent contaminer nos aliments. Heureusement, dans la plupart des cas, on s'en tire avec une simple petite gastro, mais parfois ça peut avoir de graves conséquences pour notre santé. Et tous les ans, des exemples tragiques sont là pour nous le rappeler. C'est pourquoi il faut rester vigilant. Alors quels sont les micro-organismes responsables, comment ils contaminent les aliments et comment éviter les intoxications? Nous étudierons le cas de la bactérie number 1 des contaminations en Europe. Heureusement, les scientifiques mettent au point des méthodes d'analyse efficaces pour protéger les consommateurs. Vous verrez que les experts à Miami peuvent aller se rhabiller. Et toi Marine, tu vas nous parler de quoi? Je vais vous faire un petit rappel sur les différentes dates de péremption qu'on retrouve au dos des aliments qu'on mange au quotidien. Alors DLC, DDM, vous serez incollables. Eh bien découvrons ça tout de suite, c'est parti. Bonjour Marianne Chemali. Bonjour Jean. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Science en question. Vous êtes directrice scientifique sécurité des aliments à l'ANSES. Alors on a tous entendu parler des contaminations des pizzas Buitoni, des fromages au lait cru Lactalis en 2022 ou encore plus récemment des huîtres dans le bassin d'Arcachon. Est-ce qu'à chaque fois ce sont des bactéries qui contaminent nos aliments? Non, pas à chaque fois, principalement, mais on peut avoir des contaminantes de type virus ou des parasites aussi dans les aliments. Mais on entend plus parler des bactéries. D'accord. Alors, comme un peu pour tout dans la vie, il y a un top 5. Quel est le top 5 des micro-organismes qui contaminent nos aliments? Oui, alors on trouve dans le top 5 des bactéries de type Campylobacter, suivi par Salmonella. Puis après, les trois rangs qui viennent après sont disputés par Listeria, Monocytogenes, Escherichia coli, type Estec, ou alors Yersinia, Enterocolitica. Le top 5 évolue continuellement d'une année sur l'autre. Voilà, alors, il évolue, sauf pour Campylobacter et Salmonella, depuis le début de la surveillance, ils sont toujours le top 1 et le top 2. Eh bien justement, on va en reparler un peu plus tard dans l'émission. Alors on a souvent tendance à minimiser un peu les effets d'une intoxication alimentaire. Jusqu'où ça peut aller? C'est une maladie qui peut, en fonction de l'organisme hôte et puis du type bactérien, parce qu'il faut savoir, dans les bactéries, il y a des types, des sous-types. Et donc il y en a qui sont très très méchants et qui peuvent rendre la personne très très malade, surtout si c'est un terrain favorable à ça. Malheureusement, dans très peu de cas, mais ça peut arriver, ça peut amener à la mort. Donc c'est clairement pas à négliger les contaminations du tout, surtout qu'on pourrait les éviter. Alors une fois ingurgités, ces micro-organismes peuvent être à l'origine de ce qu'on appelle des TIAC. Je ne vous dis pas ce que ça veut dire volontairement, car c'est notre mot mystère. TIAC, non, pas du tout. Donc ça commence mal déjà. Non, ça me dit rien. TIAC. Ça ressemble à tic. Non. Alors si je vous dis que ça veut dire toxi-infection alimentaire collective, est-ce que ça vous parle? Génial, oui. Sur l'alimentation et les problèmes de conservation. Alors déjà, peut-être ça va commencer par un virus et se transformer par une bactérie. Salmonellose, voilà, par exemple, c'est la plus connue. Alors peut-être la viande avariée, type steak haché avarié quand il y a une bactérie. Et infection alimentaire, voilà, un peu générale. J'imagine qu'à mon avis, c'est pas forcément énormément de cas. Je pense que déjà, si on a 2 ou 3 cas, c'est bon. Alors, dans la presse, j'en vois. Et puis, nous, on est très vigilants à ça, vu que je travaille dans la protection de l'enfance. Donc, dans nos foyers, on est très vigilants à ça. Mais je ne savais pas que ça s'appelait TIAC. Je crois avoir lu dans la presse qu'il y avait des infections avec bactérie Escherichia coli, je crois, quelque chose comme ça. Et Noël dernier, il y a eu des infections aussi avec des huîtres, il me semble. Ouais. Et j'en ai été victime. Ah ouais, les huîtres J'aime beaucoup les huîtres, ouais. Marianne, dans ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qui rentre dans la définition d'une toxi-infection alimentaire alors? Alors, la TIAC, c'est toxi-infection alimentaire collective. J'ai oublié le collectif. Voilà, et donc on parle de TIAC lorsqu'il y a minimum 2 personnes qui sont malades d'une même origine alimentaire. Ça suffit, 2 personnes. Voilà. Donc finalement, Sinon, c'est TIA, toxi-infection alimentaire, tout court, quand c'est des cas sporadiques isolés.
Une personne parlait d'un virus qui peut se transformer en bactérie. Là, peut-être qu'il faut rétablir la vérité. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. C'est soit une contamination virale dès le départ, qui contamine plusieurs personnes, soit une contamination bactérienne. Donc, ce sont deux catégories de micro-organismes différentes. Et alors justement, les micro-organismes responsables des TIAC, est-ce que ce sont les mêmes que ceux qu'on a évoqués plus tôt avec le fameux top 5 ? Alors, pas tout à fait. On retrouve en tête de liste des TIAC la salmonella, cette bactérie qui provoque la salmonellose, la maladie et la salmonellose, suivie par d'autres types bactériens qu'on ne voit pas dans le top 5, mais qui sont parmi le top 5 des micro-organismes qui causent des TIAC. Okay. Donc, c'est des bactéries essentiellement productrices de toxines. On peut retrouver aussi le norovirus. Alors, justement, le norovirus, c'était les huîtres à Noël. Voilà. Alors justement, oui, quelqu'un l'a évoqué. Et ça, en fait, ça montre que finalement, des TIAC, il y en a assez régulièrement en France. Oui. Est-ce qu'il y a une tendance quand même qui se dessine concernant le nombre de TIAC? Alors, annuellement, les TIAC sont surveillés et rapportés par Santé publique France. Donc, on retrouve les rapports en ligne. La tendance, ça dépend des années. On le voit là, on a un schéma qui montre un peu sur les dernières années. Alors, la chute qu'on voit correspond à l'année Covid liée à toutes les précautions qu'on a prises et puis à la fermeture des restaurants lorsqu'il s'agit de restauration collective. Mais vous voyez que depuis 2020, on remonte pour même légèrement dépasser dernièrement le niveau, on va dire, plutôt habituel. Ça fluctue un peu. Autour de 20 000, là on arrive quasiment à 20 000 cas pour l'année 2022. C'est des TIAC déclarés. Déclarés, oui, donc il pourrait y en avoir plus que les gens n'ont pas forcément déclaré à leur médecin. Il pourrait y avoir plus, et parmi ces TIAC déclarés, on ne sait pas la cause systématiquement. Oui. Alors, on va prendre un exemple pour bien comprendre l'origine des contaminations et les moyens pour protéger les consommateurs. Lorraine va suivre le chemin des aliments, de l'élevage jusqu'à notre assiette. Place aux sciences en action. Et on va se concentrer sur les deux stars des toxi-infections alimentaires. Vous en avez parlé juste avant, c'est Campylobacter et Salmonella. Si on regarde le nombre de cas en Europe, alors là c'est les zoonoses qu'on voit sur le graphique, donc c'est les infections qui viennent de l'animal. On voit qu'elles sont très très loin devant, enfin ça se joue pas au coude à coude. Si on prend le premier, Campylobacter, concrètement avec quel produit on se contamine ? Parce qu'on se contamine avec une carotte, avec un chou. Alors Campylobacter, c'est l'agent responsable de la première zoonose alimentaire en Europe. Là, le graphique, c'est en Europe. Qui donne la campylobactériose. Okay. Voilà. Vous savez, le système de surveillance en France et en Europe, le système de gestion des cas se base sur l'analyse du risque. Et les études d'analyse du risque ont montré que cette bactérie est principalement associée au réservoir volaille, le réservoir animal, mais la surveillance nous montre qu'elle se trouve fréquemment chez l'animal, chez le poulet de chair en particulier, et aux étapes ultérieures avant d'arriver chez le consommateur, à savoir l'abattage et la distribution des produits frais. C'est surtout au moment de l'abattage que les poulets se contaminent, ou ils sont déjà contaminés dès l'élevage? Ils sont contaminés dès l'élevage. C'est une bactérie qui arrive généralement en 15 jours après la mise en place, on appelle ça des poussins à l'élevage. D'accord. Au niveau recherche, on est en train d'investiguer pour comprendre pourquoi 15 jours, pourquoi pas avant. Ça peut arriver avant, mais principalement 15 jours, 2 semaines dès l'installation ou la mise en place des poussins à l'élevage. Et après, elles se multiplient, elles prennent place dans leur intestin, dans leur tube digestif, jusqu'à atteindre plusieurs millions par gramme de matière fécale de l'animal. Et au moment de l'abattage, la rupture de
des intestins. Le fait qu'on vienne découper les poulets, c'est à ce moment-là en fait qu'on contamine le reste du poulet. On pourrait à ce moment-là contaminer les surfaces et donc les carcasses aussi des poulets. Et la viande par la conséquent. viande après, oui, tout à fait. Quand ça arrive à la distribution, il peut en rester un... Ça peut arriver Et on sait avec. pourquoi c'est les poulets plus que d'autres animaux? Alors, ça existe aussi dans d'autres animaux. Ouais. Nos enquêtes l'ont montré. Mais le processus, si vous voulez, d'abattage du poulet et le fait de garder la peau, qui est l'endroit où se concentre la contamination, on voit bien dans nos cuisines des poulets avec leur peau. Oui, on ne mange pas de la peau de bœuf. Voilà, alors que le bœuf, oui, on retire le cuir et c'est généralement le tube digestif de l'animal qui va contaminer le reste. Et on sait quelle part des élevages, des abattoirs sont concernés par une infection à Campylobacter, ou la présence en tout cas de Campylobacter? Alors, en Europe, en 2008, il y a eu toute une enquête dans les élevages et les abattoirs pour évaluer la quantité, la prévalence, on appelle ça, donc la fréquence d'apparition de cette bactérie dans les animaux. Et une grande partie de nos élevages en France portent cette bactérie. Une grande partie, ça veut dire 76% des animaux, des lots d'animaux, des élevages. C'est énorme, 76%. Donc c'est vraiment pas rare de se... Ouais. Non, ce n'est pas rare. Ce n'est pas rare. Au fait, l'animal n'en est pas malade. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que l'animal on n'a pas de signe. Non. On appelle ça un portage asymptomatique pour l'animal, mais cette bactérie est pathogène pour l'homme. Bon, heureusement, quand on la chauffe et donc quand on cuisine le poulet, elle disparaît. Puis on verra un peu plus tard dans l'émission les bons gestes à adopter, en tout cas dans sa cuisine. J'étais quand même assez étonnée de découvrir qu'il n'y avait pas ou carrément pas ou peu de réglementation pour Campylobacter en France. C'est-à-dire qu'on ne rappelle pas des produits s'ils sont infectés à Campylobacter. Comment ça se fait qu'on n'ait pas cette réglementation? Alors, c'est un processus long, la réglementation, d'une part. D'autre part, en 2018, les États membres au niveau européen sont parvenus à une réglementation qui permet d'être appliquée dans les différents pays, sachant... Pourquoi cette difficulté? Parce que la prévalence de cette bactérie dans les élevages n'est pas la même selon les pays européens. D'accord. On en trouve moins dans les pays du Nord par rapport aux pays du Sud. Donc il y a un effet chaleur, on va dire température, saison, une saisonnalité. Donc s'accorder sur une réglementation, ce n'est pas une affaire facile. Et surtout, vu la quantité des élevages contaminés, ça reviendrait à fermer les 3 quarts des élevages. Ça a des enjeux aussi économiques. Donc il y a toujours dans cette évaluation du risque dont j'ai parlé, le bénéfice-risque économie à trouver. Et donc depuis 2018, il y a une réglementation qui est entrée en vigueur qui consiste en un critère d'hygiène. D'accord. C'est-à-dire les producteurs vont surveiller les lots qui entrent à l'abattoir. Il y a tout un protocole à suivre. Et donc, avec un critère qui est de ne pas dépasser 1000 campylobactères par gramme d'échantillon pris. Mais c'est un critère d'hygiène. Ça veut dire que s'il est trouvé, il y a une fenêtre à respecter. C'est un guide qui nous permet après d'adapter. Voilà, d'adapter des mesures correctives. Mais ça n'empêche pas le lot de continuer sa production. Alors, je me permets, parce que ça peut peut-être inquiéter des gens qui nous regardent, mais du coup, la campylobactériose, la maladie qui est provoquée par cette bactérie, est-ce que ça peut être grave ou est-ce que ça reste anodin, bénin Non. Dans la majorité des cas, une personne avec une immunité normale va ressentir comme des symptômes de gastro-entérite classique. Okay. Elle va pouvoir guérir toute seule. Mais dans 1 pour 1000 des cas, ça peut se compliquer et entraîner des maladies auto-immunes, des neuropathies type le syndrome de Guillain-Barré qui entraîne des
paralysie au niveau des membres. D'accord. D'où l'importance de la surveiller de près. Bien sûr, Oui, parce que bien sûr. il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, vous, à l'ANSES, vous participez à la surveillance de toute la filière. Vous aimez dire de la fourche à la fourchette. Oui, Ça tout à consiste fait. en quoi? Vous allez faire des prélèvements dans les élevages, dans les abattoirs? Alors, l'ANSES a ce rôle de surveillance et donc l'ANSES vient en appui au ministère de l'Agriculture. Et donc, Campylobacter fait partie des bactéries à surveiller obligatoirement au niveau européen. Et donc, ça implique quoi? Ça implique de prendre des échantillons annuellement selon un plan de surveillance, on appelle ça, et de vérifier la fréquence d'apparition de cette bactérie sur les échantillons. Donc, généralement, ce sont des échantillons qui sont pris sur la chaîne d'abattage. D'accord. Et toujours, on s'intéresse pas seulement à savoir si elle est présente ou pas, mais à quelle quantité elle est présente. D'accord. Et si un jour ça explose, peut-être que là, on se dira, ah, là, il est temps de mettre en place des règles plus strictes. Déjà, on sait à travers cette surveillance qu'il y a une proportion des carcasses qui dépasse les 10 puissance 4, ça veut dire 10 000 bactéries par gramme, ce qui est beaucoup. Ok. Beaucoup quand ça arrive sur nos planches à découper à la maison. Il y a aussi dans cette quantité la notion de la virulence du type de Campylobacter aussi qui joue. Il y a plusieurs souches. Il y a plusieurs souches, il y a une diversité de souches très importante. Toutes ne vont pas provoquer chez les patients ce qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré. C'est une coïncidence malheureuse entre un type de Campylobacter et aussi une personne qui serait peut-être plus fragile, qui serait plus apte à développer cette maladie auto-immune qu'une autre. Donc ça reste rare. Ça reste 1 pour 1000, c'est évalué à 1 pour 1000 des cas. Alors par contre, pour la numéro 2 des toxi-infections alimentaires, à savoir la salmonellose qui est provoquée par salmonella, là ça fait longtemps qu'on a des réglementations strictes qui sont mises en place. On estimait au début des années 2000 qu'on évitait à peu près 1 millier de cas par an grâce à cette réglementation. On peut imaginer qu'aujourd'hui c'est à peu près la même chose ou un peu plus. Là dans ce cas-là, la réglementation, ça peut être de devoir abattre des poules qui seraient infectées? Alors, c'est une réglementation qui vise les élevages, l'abattoir aussi. Et donc, dans les élevages... Il y a des prélèvements systématiques? Il y a des prélèvements systématiques. Alors, il y a les élevages de poulets de chair, les élevages de poules pondeuses, les élevages de dindes. Tous sont visés par cette réglementation. Sans trop rentrer dans les détails, il y a aussi des types de salmonella. En fait, la famille des salmonelles, le genre salmonella est un grand genre qui regroupe plus de 3000 types. Et certains qui sont très Tous dangereux. les types ne sont pas réglementés. Il y a aussi un top 5 qui est réglementé. Et donc, parmi ce top 5, il y en a 2 particulièrement qu'on appelle Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium qui sont toujours à la tête de ce classement et qui sont visés par la réglementation. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y en a dans les élevages, l'élevage est arrêté net, il faut déclencher toute une série de mesures de gestion. C'est strict. C'est strict. Ouais, ça paraît assez terrible. Enfin, j'imagine pour les éleveurs, ça doit être assez terrible. Alors là, c'est pas l'ANSES qui intervient, évidemment. Mais voilà. de devoir décimer un cheptel entier, voilà, ça peut être, j'imagine, économiquement. Mais ça a payé, en fait, ça a payé en termes d'économie de TIAC, d'économie de personnes pas malades et pas d'économie financière puisque l'État indemnise. Ça fait partie de la réglementation, d'une charte sanitaire, d'indemniser les éleveurs touchés par ça. En tout cas, la protection, la mise en place de réglementation a eu une action positive sur la diminution des salmonelloses humaines, tout à fait. Merci. Alors la protection des consommateurs passe aussi par l'inscription des dates de péremption sur les produits. Mais comme vous le savez, il en existe plusieurs sortes et on a souvent tendance à les confondre. Alors Marine va nous faire un petit rappel. On l'a tous vécu. Vous avez fini votre repas, vous ouvrez votre frigo pour prendre un petit dessert, vous vous dites pourquoi pas un yaourt. Et là, c'est le drame, ça fait 3 jours que votre yaourt est périmé. Alors vous vous dites que bon, 3 jours, c'est pas la fin du monde. Et puis de toute façon, les dates de péremption, c'est pas une science exacte. Vous enlevez l'opercule, ça ne sent pas bizarre, le yaourt n'a pas changé de couleur. Alors vous y allez, vous le mangez et vous vous régalez. Mais est-ce qu'on a eu raison de faire ça ?
Eh bien, comme personne n'a envie de se retrouver avec une intoxication alimentaire, on va revenir rapidement sur ce qu'on appelle les dates de péremption. En réalité, il y a 2 types de dates de péremption. Soit sur votre paquet, il y a écrit « à consommer avant le » ou « jusqu'au » et puis la date. Soit il y a écrit « à consommer de préférence avant le ». Dans le premier cas, on parle de DLC, la date limite de consommation. Et dans le deuxième cas, c'est plutôt une DDM, une date de durabilité minimale. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la date limite de consommation, c'est la date après laquelle il ne faut surtout pas consommer votre produit, au risque d'agrémenter vos journées de pénibles maux de ventre, vomissements, diarrhées, voire de problèmes de santé plus graves. Ça concerne tous les aliments vendus au rayon frais de votre supermarché, la viande, y compris la charcuterie, le poisson et la plupart des produits laitiers, tout ce qu'on appelle finalement les denrées périssables. Et on fait quoi pour les à consommer de préférence avant le ? Alors dans ce cas, c'est une DDM, une date de durabilité minimale. On retrouve cette mention sur les conserves et sur la plupart des produits secs, donc les pâtes, le riz, la farine, etc. Sur les œufs aussi, c'est une DDM qui est indiquée sur une grande partie des fromages. Donc pour ces aliments, vous pouvez y aller si vous les avez conservés dans les bonnes conditions de température, d'humidité et de lumière. Vous pouvez les consommer sans risque après la date indiquée sur le paquet. De préférence, ça veut juste dire qu'après cette date, le produit peut perdre une partie de ses qualités nutritionnelles ou gustatives. Donc par exemple, votre café aura un peu moins le goût de café, mais il ne vous rendra pas malade et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À noter cependant que ces dates, elles ne sont plus fiables à partir du moment où le produit est ouvert. Donc là, il faut plutôt se fier à ce qu'il y a écrit sur l'étiquette, par exemple, à consommer dans les 3 jours après ouverture ou à consommer rapidement. Et rapidement, on s'entend bien, c'est pas 3 semaines, hein. C'est quelques jours. Par contre, attention, si votre boîte de conserve est gonflée ou si vous n'entendez pas le petit pop quand vous ouvrez un bocal, c'est mauvais signe. Ne consommez pas le produit, peu importe la date indiquée dessus. Pareil, si vous voyez de la moisissure ou si le produit a une odeur ou un aspect inhabituel. Et alors pour le yaourt ? Alors, le yaourt, c'est un cas un peu particulier. Sur les yaourts, c'est une DLC qui est indiquée. Donc, si vous avez bien suivi, normalement, on ne peut pas les manger après la date. Sauf que le yaourt, c'est un milieu acide et qui contient beaucoup de ferments. Donc, les bactéries pathogènes n'arrivent pas vraiment à s'y développer. En bref, oui, vous pouvez manger votre yaourt quelques jours après la DLC, sauf bien sûr s'il est devenu vert fluo. Par contre, c'est valable seulement pour les yaourts. Donc, les riz au lait, les flans et les autres desserts à base de lait. Après la DLC, c'est non. Super, merci Marine pour ce petit rappel. Marianne, j'imagine que vous faites attention à la maison et que vous suivez les recommandations. Je suis consommatrice comme tout le monde, plus avisée peut-être sur certains. Oui. Ça ne m'empêche pas de regarder. Est-ce que ça veut dire plus prudente, pardon ? Peut-être. Ouais. Peut-être. Ça dépend. En fait, il y en a qui disent que je suis maniaque, mais forcément, je regarde. Mais ça ne m'empêche pas non plus de manger quelque chose qui a dépassé la date limite, parce que, comme Marine l'a exposé, on peut. Il n'y a pas de risque qu'on tombe malade. C'est que juste le produit perd un peu sa fraîcheur. Et d'ailleurs, justement, il y a ce gaspillage alimentaire dont il faut considérer et prendre en compte. Il ne faut pas jeter systématiquement si c'est une denrée qui peut être... c'est encore la balance bénéfice-risque. Tout à fait. Eh bien, merci Marine. Là, on sait quoi faire maintenant. Alors aujourd'hui, la chaîne alimentaire est surveillée de près. Des contrôles sont réalisés à toutes les étapes pour garantir la sécurité des consommateurs. Ces contrôles reposent sur des méthodes d'analyse redoutables. Notre prochain invité participe au développement et à la validation de ces méthodes. Il travaille dans un des laboratoires de l'ANSES. Avec vous, Marianne, place à l'esprit d'équipe. Bonjour Jacques-Antoine Hennequin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Vous êtes directeur adjoint des laboratoires de sécurité d'un des laboratoires de sécurité des aliments à l'ANSES, basé à Maisons-Alfort. Vous travaillez dans 2 laboratoires différents, mais est-ce que vous collaborez ensemble ? Oui, on a des thématiques communes, notamment comme Marianne vous l'a expliqué, au sein de l'agence, on a des activités de recherche, de référence et d'expertise et on est amené à collaborer sur des projets communs. Alors votre travail, Jacques-Antoine, consiste à mettre en place des méthodes d'analyse pour garantir la sécurité des aliments. Quel est l'objectif de ces méthodes d'un point de vue scientifique plutôt ? Alors, en fait, il y en a 2. Comme vous l'avez expliqué en première partie d'émission, l'industriel est responsable de ce qu'il va mettre sur le marché. Donc on a une réglementation européenne avec des couples danger-matrice qu'il doit vérifier. C'est quoi matrice ? C'est les aliments. Les catégories d'aliments. Donc ça peut être le lait, les produits laitiers, ça peut être les produits de la pêche, les produits carnés ou autres. Et donc on a une réglementation européenne et pour cette réglementation européenne, on a des critères à respecter et pour chaque critère, on a une méthode à mettre en œuvre.
Et ces méthodes sont mises en œuvre par les industriels pour réaliser tout ce qu'on parle d'analyse de type autocontrôle, pour mettre sur le marché des produits sains pour le consommateur. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, il peut y avoir des ratés. Et donc, on met sur le marché des produits qui sont impropres à la consommation. Et donc, derrière, en tant qu'ANSES, nous, on est là pour caractériser les épisodes toxiques, les fameuses TIAC, les toxi-infections alimentaires collectives, où on va mettre en œuvre une batterie de tests pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors on va le voir justement, mais j'imagine que remonter jusqu'au coupable, c'est pas une chose facile. C'est quoi? C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin? Ouais, c'est tout à fait, l'image est tout à fait ça, puisqu'on va rechercher une particule microscopique. Alors ça peut être une bactérie, un virus, un parasite, voire une toxine, donc quelque chose de très 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 petit, dans un fourbi de protéines, qui est l'aliment qu'on va analyser. Et donc pour ça, il va effectivement mettre à profit toutes les techniques qu'on a pour... Et alors, qu'est-ce qu'on attend d'une bonne méthode d'analyse et d'une bonne technique d'analyse? Alors, deux choses. Avec ce dont vous parliez d'aiguille dans une botte de foin, il va falloir avoir quelque chose de spécifique, parce qu'on va chercher un pathogène spécifique, dédié, et quelque chose de sensible, puisque cette bactérie, ce virus, cette toxine est présente vraiment à des fifrelins, des tout petits niveaux. Quantité, voilà. Ouais. Et donc, il va falloir une méthode spécifique et sensible. Et alors, il existe toute une panoplie de méthodes et de techniques. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une boîte à outils et on choisit un peu, on adapte en fonction de ce qu'on cherche? Alors, on adapte en fonction de ce qu'on cherche. On va déjà regarder la symptomatologie. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé de notification des toxi-infections alimentaires collectives. Le délai d'apparition et le type de symptômes est super important. Ah, déjà, ça guide un peu... Ça va vous guider. Une listériose, délai d'incubation, ça peut être 21 jours. OK. D'accord. Une toxi-infection alimentaire collective avec un staphylocoque producteur de toxines, c'est 30 minutes à 8 heures. Okay. Donc, en fonction de la symptomatologie, vous allez pouvoir cibler plus ou moins le pathogène. Et puis derrière, vous allez, comme vous l'avez dit, mettre en place toute la boîte à outils qui va vous permettre de caractériser l'épisode toxique. Alors, par quoi on commence? Moi, quand on parle de microbiologie, tout de suite, j'imagine les fameuses boîtes de pétri. On va en voir quelques images, mais est-ce que c'est la première méthode qu'on met en place pour essayer de trouver le coupable? Alors, la microbio pasteurienne, ça marche depuis le temps de Pasteur, ça continue à marcher, ça marche super bien. Ça a fait ses preuves. Ça a fait ses preuves, c'est robuste. Alors, la seule chose, c'est qu'il faut des milieux de culture adaptés aux différentes espèces de bactéries que vous allez rechercher. C'est-à-dire qu'on leur fournit un environnement qui est on va leur fournir des nutriments, donc de quoi se nourrir et se développer, et toutes n'ont pas les mêmes caractéristiques de croissance, et donc il va falloir mettre plus de vitamines dans un milieu, plus de sels minéraux dans un autre, des pH différents. Donc en fonction des bactéries, vous allez utiliser des milieux différents. Mais effectivement, ça marche encore très très bien. Pour bien comprendre, ça c'est après que vous ayez fait des prélèvements un peu partout, par exemple, pour aller retrouver le coupable d'une infection qui a été déclarée par des médecins qui ont dit « Ah bah là j'ai eu un cas de ça ». Vous allez prélever et vous faites pousser ce que vous prélevez sur des milieux? Alors, ce n'est pas nous qui allons prélever, c'est les services de l'État, donc les directions départementales de la protection des populations. Donc, comme Marianne vous l'a expliqué tout à l'heure, au niveau d'une TIAC, il y a deux systèmes qui se mettent en route. On a tout ce qui est enquête épidémiologique, gérée par Santé publique France, et puis tout ce qui va être enquête alimentaire, qui va être gérée par la Direction générale de l'alimentation. Donc, les services déconcentrés de la DGAL, donc Direction générale de l'alimentation, vont faire les prélèvements sur le terrain et les envoient au réseau des laboratoires qui sont agréés pour faire toutes ces analyses officielles. Et qui utilisent ces méthodes-là et qui utilisent ces méthodes présentes dans la réglementation. Et alors, de plus en plus, on voit apparaître des méthodes basées sur la génétique. Qu'est-ce qu'elles apportent? Alors, elles vont vous apporter la carte d'identité de la bactérie. C'est ce que Marianne disait tout à l'heure. Ce n'est pas parce que vous avez un campylobactère que A, il va avoir le même comportement qu'un campylobactère B et qu'il aura les mêmes facteurs de virulence. Et il y aura potentiellement un gentil et un méchant. Oui, c'est ça, c'est des grandes familles. Donc, voilà. Donc, on va chercher au niveau génétique, donc au niveau ADN, les facteurs de virulence de ces différentes bactéries. Donc pour ça, on a plusieurs méthodes. On a les méthodes de biologie moléculaire conventionnelle, type PCR. Ça date des années 80, mais c'est très robuste et c'est très bien utilisé partout dans le monde. Où là, vous allez rechercher des fragments spécifiques d'un gène de virulence qui a pu rendre les gens malades. Et puis avec l'avènement des nouvelles techniques, donc le séquençage du génome total, là, vous allez complètement cartographier l'ADN de la bactérie. Vous allez avoir sa carte d'identité génétique.
Et vous allez pouvoir interroger des bases de données en disant, ce pathogène, il a tel facteur de virulence qui explique potentiellement qu'il a été capable d'adhérer, qu'il a été capable de produire tel type de toxine, qu'il est résistant à tel type d'antibiotiques ou autre. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner de situation où ça s'est révélé vraiment très utile, un cas où vous avez été confronté à ça? On en reçoit déjà beaucoup au sein du laboratoire des toxines infections alimentaires collectives. Alors, idéalement, c'est quand on arrive d'aller de la bactérie jusqu'à la toxine, où là, c'est le cas d'école, c'est parfait. On reçoit un prélèvement, celui-ci est contaminé. Sur boîte de pétri, on retrouve des souches bactériennes. Ces souches bactériennes, on va les purifier, on va extraire leur ADN et on va faire soit de la PCR conventionnelle, soit du séquençage du génome total. Et dans l'aliment, en parallèle, on peut rechercher la présence de telle ou telle toxine. Et ça, ça arrive fréquemment que tout match et qu'on puisse caractériser finement l'épisode toxique. Et alors, dans votre enquête, vous pouvez remonter jusqu'à quoi? Vous remontez, j'imagine, jusqu'à l'aliment. Alors, après, on peut remonter plus loin. On peut remonter sur un défaut d'hygiène dans la salle où l'aliment a été préparé, donc cuisine centrale de restauration, ou alors, parce qu'un outil n'a pas été bien nettoyé, souillé. On peut trouver l'outil en question. On peut trouver l'outil l'arme en du crime, question. en quelque sorte. En gros, mais c'est ça, c'est du Cluedo en fait. On essaye de remonter à la source, on fait de la source attribution, on essaye de voir qui est responsable de quoi. Donc ça peut être un défaut d'hygiène au moment de la préparation de l'aliment. Ça peut être aussi malheureusement l'opérateur qui a préparé, alors j'ai notamment une TIAC dans un des États membres où on a il y avait 2 préparateurs d'une denrée alimentaire qui étaient porteurs d'une bactérie. Cette bactérie a été retrouvée dans l'aliment qui a rendu les gens malades. Et au final, avec le WGS, on a pu dire c'est l'opérateur A qui est responsable et pas l'opérateur B. Alors WGS, on ne l'a pas encore dit. C'est séquençage du génome total. Voilà, c'est ce qu'on expliquait juste avant. Alors, il y a un autre enjeu autour des méthodes d'analyse, c'est que tous les jours, on reçoit des produits qui viennent un peu des 4 coins du monde, et on en envoie aussi. Est-ce qu'il ne faut pas harmoniser tout ça? Est-ce qu'on a tous les mêmes méthodes d'analyse? Alors, ça s'harmonise au travers de tout ce qui est institut de normalisation, notamment au niveau international. Donc, c'est l'ISO qui gère ça, c'est basé en Suisse. Et au niveau microbiologie des aliments, il y a un sous-comité qui s'appelle le sous-comité 9, qui a pour mission de développer des normes, soit pour tel ou tel pathogène, virus, parasite, toxine, ou alors des guides de bonnes pratiques sur comment développer, comment valider telle ou telle méthode en fonction de la cible recherchée. Donc la normalisation, elle existe, elle est très active au niveau microbiologie des aliments, et ça nous permet, nous, au niveau national, de pouvoir exporter des produits typiquement français, type fromage au lait cru, grâce à des normes qui sont reconnues internationalement au Canada, aux États-Unis, en Australie. Où à ce moment-là, on a une méthode, on démontre par A plus B qu'il n'y a pas le pathogène considéré, et comme cette norme est admise internationalement, elle peut passer les frontières et on peut exporter ainsi nos produits. Et alors, quid du petit producteur qui est en haut de la montagne et qui n'a pas forcément un laboratoire de sécurité des aliments? Comment il fait lui pour s'assurer que son fromage, il respecte les normes? Alors, déjà, il est responsable de ce qu'il met sur le marché, le petit producteur en question. Donc, s'il ne veut pas faire d'autocontrôle, s'il y a un souci derrière, il en assumera les conséquences. Mais il ne joue pas à ça, parce que c'est son entreprise, c'est la vie de son entreprise, donc il se conforme à la réglementation. Donc si c'est une grosse entreprise, généralement ils ont des laboratoires en interne au sein des entreprises, et donc là, ils font leur plan de contrôle, leur plan d'autocontrôle. En revanche, quand c'est plutôt un petit producteur, il va faire appel à un laboratoire sous-traitant qui va prendre en charge les analyses qu'il aura à lui confier. Et en fonction des résultats, il prendra la décision de mettre ou pas le produit sur le marché. C'est parfaitement clair. Merci Jacques-Antoine. Je vous en prie. Alors, on l'a vu plus tôt, on peut tous agir à la maison pour prévenir les intoxications alimentaires. Alors, quelles sont vos habitudes et vos astuces de grand-mère? C'est la question qu'on vous a posée. Écoutez les réponses. Moi, je fais attention à la viande de porc où je la cuis suffisamment longtemps. Je vais peut-être faire plus attention sur des produits frais. Je ne vais pas faire une fixette si un paquet de pâtes est périmé depuis un mois. Tout ce qui est viande charcuterie, je fais extrêmement attention et une fois que c'est ouvert,
3 jours maximum. Et puis au niveau congélation aussi, je fais attention de ne pas décongeler les aliments. Je le laisse dans mon frigidaire, Vous laissez décongeler? décongelé dans le frigidaire. Et le lendemain matin, je l'utilise. Ok. Voilà. Et je recongèle jamais la même chose. Après, fruits et légumes, quand j'avais ma belle-sœur qui avait un cancer malheureusement, je savais qu'il fallait laver au savon et après éplucher. En vrai, c'est la provenance. En fait, moi, je pense qu'il faut toujours regarder derrière les étiquettes. Faut pas... Oui, surtout les œufs, bah, c'est sûr, quand les poules elles sont élevées dans les cages et tout, c'est normal qu'il y ait des maladies. Ouais, je suis un grand fan d'œufs et il y a une solution en fait, on le met dans l'eau et on voit sur un niveau de flottaison s'il est bon ou s'il est pas bon. Je sens beaucoup. J'ai la vue, l'odeur. Mais voilà, si j'ai une hésitation, j'ai déjà eu une intoxication alimentaire une fois dans ma vie, j'ai cru mourir, donc voilà. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce micro-trottoir. On va reprendre certains aspects ensemble. Mais est-ce que là, de prime abord, il y a quelque chose qui vous a sauté aux oreilles et qui est faux, peut-être? Il y a déjà de bons réflexes, mais ce n'est pas complet, au fait. Ok. Et puis, l'histoire autour de l'œuf n'est pas tout à fait Celle sur la technique vraie. pour le mettre dans l'eau? Enfin, on Pour le met la dans l'eau. technique ou pour la provenance, ce n'est pas un indicateur de l'état sanitaire de l'œuf. On parlait de matrice, couple matrice pathogène. L'œuf est souvent associé à la présence de salmonella. Salmonella peut se retrouver dedans et peut se retrouver à l'extérieur. Donc, si la salmonelle est dedans, on ne verra pas par cette technique. Oui, ça ne change pas qu'il soit plus frais. C'est plus la conservation par la suite qu'on va faire de l'œuf et puis la préparation, la rupture de la chaîne du froid qui va faire que cette salmonelle va pouvoir se multiplier. D'accord. Et malheureusement, en mangeant, tomber malade. Sur l'œuf, il y a un jeune homme qui parle aussi de selon la provenance. Est-ce que selon le type d'élevage, il y a plus ou moins de risques? Non, ça, on peut pas trop le savoir. Normalement, le contrôle en France fait que les œufs qui sont livrés dans le commerce sont clean, on peut faire à peu près confiance. Alors, les toxi-infections alimentaires collectives ou pas, liées à l'œuf, sont souvent des œufs qui sont produits à la maison, en fait, qui échappent au contrôle. Parce que la salmonelle est appelée une bactérie ubiquitaire. Elle peut se retrouver n'importe où, dans le sol, dans l'environnement du petit élevage artisanal à la maison. Et là, il y a plus de risques que... Alors, si on a des poules à la maison, on fait quoi? On lave les œufs avant de les consommer? Alors, je reviens à la notion. Si la salmonelle est dedans, même si on la... Voilà. Si on le lave de l'extérieur, il ne faut pas le laisser traîner après parce qu'il est plus vulnérable. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut faire avec les œufs, dès qu'on prépare un œuf, s'il est destiné à être mangé cru, type mayonnaise ou mousse au chocolat, il faut vraiment les sortir du frigo et puis les préparer en lavant les mains, en préparant immédiatement et surtout ne pas laisser traîner dehors, il faut les remettre au frigo. Vous avez parlé de lavage de mains. On a un poster de l'ANSES qu'on pourrait mettre dans toutes les cuisines avec les bons gestes à faire dans sa cuisine. Et le lavage de mains, c'est le premier. Là, on ne l'a pas cité dans le micro-trottoir. Il n'y a personne qui m'en a parlé. C'est le geste numéro 1 important. C'est parce que c'est une évidence. Peut-être, c'est pour ça. En fait, moi, je fais référence toujours à une règle qu'on appelle la règle des 4 C. D'accord. En anglais, donc le premier C, c'est cleaning, c'est nettoyer. Deuxième C, c'est pas dans l'ordre, c'est cooking, bien cuisiner, bien cuire. Chilling, mettre au frigo, conserver, bien conserver, respecter les températures de conservation. Et puis le dernier, c'est cross-contamination, pour contamination croisée. Donc éviter de mélanger cru et cuit sur une même planche dans la cuisine. Au moment de la préparation. Au moment de la préparation. Si on utilise une planche à découpe pour couper de la viande, il faut surtout la laver le couteau avant de couper une tomate, un concombre. Et si on fait... il y a un ordre peut-être à respecter? Est-ce qu'on ne coupe pas d'abord ce qu'on va manger cru? Puis ensuite, si on veut éviter de laver, ça pourrait être le cas. Mais il vaut mieux développer les bons réflexes. Et laver. Et laver. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Et je cite aussi l'exemple du plat à barbecue, parce que c'est une faute aussi qu'on peut observer avec les beaux jours, justement en lien avec les campylobactérioses, qui est appelée, le campylobactère est appelé, ou la campylobactériose, la maladie du barbecue, parce qu'avec les beaux jours, ça explose. Justement, un des mauvais gestes
qui est pratiqué et qu'il faut éviter, c'est d'utiliser le même plat qui sert à transporter l'aliment ou la viande à cuire au barbecue. Ah oui, on la remet une fois qu'on l'a cuite, on Voilà. la Il remet faut dans le laver plat. ce plat avant de remettre la viande cuite. Sinon, les bactéries sont là et elles vont contaminer le produit qui a cuit. Et... En tout cas, si je comprends bien, on peut venir manger chez vous sans problème. On est en sécurité. Hein. Là, on a la pression double. Bon, c'est l'heure de retracer votre parcours. Place à la séquence en coulisses avec Marine. Alors, on a l'habitude de commencer cette séquence par un challenge. Vous avez chacun 30 secondes pour nous présenter votre parcours. Marianne, c'est vous qui commencez. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Ok, alors top chrono. Alors moi, mon parcours est plutôt linéaire. Après un bac scientifique, j'ai fait ingénieur agronome. Ensuite, un DEA, qui est l'équivalent du master maintenant. J'ai suivi le parcours recherche, suivi d'un doctorat. Et ensuite d'un post-doctorat qui m'a amené par la suite à l'ANSES, qui était AFSA à l'époque. Et puis à l'AFSA, j'ai découvert l'expertise, la recherche et la référence. Et maintenant, vous êtes toujours à l'ANSES aujourd'hui? Je suis toujours à l'ANSES. Bon, bravo Marianne. La diversité des missions de l'ANSES, en fait. Jacques-Antoine, c'est à vous. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Bon, et ben on y va alors. Alors, comme Marianne, parcours très linéaire, un bac scientifique, option sciences de la vie et de la terre, derrière une classe préparatoire qui ne s'est pas très bien terminée, donc passage vers la fac, où j'ai fait un DESS pro, donc en fait un master pro. J'ai ensuite intégré le CNEVA à l'époque, donc avant l'AFSA. Puis voilà, et j'ai eu l'occasion de pouvoir faire une thèse alors que j'étais à l'ANSES et donc voilà, j'y suis encore. Parfait. On a quand même envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, c'était un peu rapide, 30 secondes. Marianne par exemple, il paraît que c'est grâce à un reportage que vous avez découvert l'ANSES et que vous avez eu envie d'y travailler? Tout à fait. Au fait, ça s'appelait l'AFSA, c'était au début de sa création. Comme Jacques-Antoine l'a dit, c'était CNEVA avant. Ensuite, c'est devenu l'agence, un peu la vitrine de la sécurité sanitaire des aliments et l'évaluation du risque en France. Et c'était à cette occasion, j'étais en post-doctorat, donc une année après le doctorat, et je regardais cette émission, ce reportage. Et là, je me suis dit, mais c'est là où j'aimerais travailler. Et je ne sais pas si c'était un signe. 2 ou 3 mois après, j'ai vu qu'il y avait un concours. J'ai candidaté, j'ai passé les différentes étapes du concours, parce que c'est la fonction publique. Et donc, j'ai été admise sur un poste à Ploufragan. Je ne connaissais pas du tout Ploufragan. Mais en arrivant et en regardant un peu, c'est en Bretagne, c'est dans les Côtes d'Armor, j'ai découvert que ce zoopôle, enfin, qui accueille le laboratoire de l'AFSA, était un pôle connu au niveau européen, voire mondial, pour les maladies de référence sur lesquelles travaille ce centre. Et qu'est-ce qui vous a plu dans la sécurité alimentaire dans ce domaine-là? C'est le côté concret? C'est le côté utile. C'est joindre mon parcours de recherche de scientifique, pas qu'à la recherche fondamentale, mais aussi à la recherche pratique, utile pour la santé publique. Ça, c'était vraiment important pour moi, que je fasse quelque chose d'utile pour la santé publique. Et est-ce que vous avez un exemple dans votre parcours, dans votre carrière, où vous vous êtes vraiment senti utile, où vous avez eu l'impression que votre travail avait un impact concret? Tout à fait. Il doit y en avoir un paquet. Oui, là, il y en a un qui me vient comme ça à l'esprit, grâce à la diversité des métiers de l'ANSES. C'est ça aussi quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc la référence, l'expertise et puis la recherche, les trois sont interliés. Le ministère nous a sollicité en tant que laboratoire national de référence pour les salmonelles, par exemple, à participer à une mission pour débloquer une situation politique entre la France et un pays en dehors de l'Europe, où le niveau commercial bloquait pour des poussins qui sont partis de la France avec un statut indemne de salmonelle et puis
qui sont détectés positifs dans ce pays. Et donc, j'ai participé à cette mission que j'ai préparée avec beaucoup de documents scientifiques sur la situation de surveillance en France. Et donc, c'était quoi le problème? C'était qu'on pensait que la contamination venait de la France? Ça pouvait l'être. Donc, on a retracé le parcours on a pu, grâce à des échanges, parce que dans ce pays, la surveillance ne se faisait pas. Donc, autant on pouvait arriver avec des données très sûres de la surveillance en France pour prouver que la salmonelle qu'ils ont trouvée n'existait pas en France. Mais voilà, il a fallu une enquête complémentaire pour bien aiguiller la source. En tout cas, le fait de prouver que ça ne venait pas de France par la science et la surveillance, ça a débloqué la situation. Vous avez fait de la diplomatie en quelque sorte, presque. Voilà, vous avez participé. C'est de la diplomatie scientifique. Jacques-Antoine, vous, quand vous étiez petit, vous vouliez devenir archéologue. Donc manifestement, bon, vous n'êtes pas archéologue aujourd'hui, mais vous retrouvez ça un peu dans ce côté enquête. Il faut arriver quelque part et essayer de retrouver ce qui s'est passé. C'est un peu la même chose. C'est de l'enquête. Voilà, l'archéologie, c'est de comprendre ce qui s'est passé il y a très très longtemps. Bah là, c'est comprendre ce qui s'est passé il y a moins longtemps. Mais en gros, c'est la même chose avec des outils peut-être un peu différents, mais l'idée est la même. Ouais. On a cité plus tôt dans cette émission le sous-comité 9 de l'ISO. Vous y avez occupé une place importante pendant plusieurs années. Est-ce que vous voulez nous raconter? Il y a aussi des questions politiques qui sont posées. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est comme le disait Marianne, déjà on aide à débloquer des situations. Et surtout, au niveau de la microbiologie alimentaire, il faut réussir à se mettre d'accord au niveau consensuel sur des méthodes à utiliser. Et donc faire dialoguer, lever les points de blocage entre les différents pays pour telle ou telle raison, c'est vraiment super intéressant. Vous avez eu à gérer des tensions parfois peut-être Oui, parce qu'il y a des blocs qui s'opposent entre les Européens et ceux qui sont moins enclins à suivre les réglementations européennes. Parce qu'en Europe, on a une réglementation qui est quand même bien structurée, bien calée. Il y a des personnes qui veulent pouvoir exporter sur le marché européen, mais donc il va falloir qu'ils se collent à ces règles. Et donc derrière, il va falloir leur expliquer qu'il y aura de leur côté, il y a ça ou ça ou ça à mettre en place. Alors aujourd'hui, vous ne travaillez plus au sous-comité 9, par contre, vous êtes toujours directeur adjoint scientifique et chef d'unité. Ça demande de savoir gérer une équipe. Alors est-ce que vous avez des petits conseils pour nous qu'est-ce qu'un bon manager? Oula alors un bon manager, c'est... ma perception du management, c'est quelqu'un qui va tirer ses collaborateurs vers le haut pour essayer d'en tirer le meilleur, voilà, pour qu'ils soient autonomes, En fait, le manager ne doit plus être utile. Le bon manager, il doit s'effacer. S'il n'est pas là, les autres peuvent... Enfin, la boutique peut tourner. En gros, il est là pour guider, donc il faut qu'il soit clair dans ses messages. Il faut qu'il puisse recadrer quand ça ne va pas, mais il faut qu'il puisse aussi féliciter quand ça va. Ça, c'est des compétences qu'on acquiert au fur et à mesure, parce qu'on n'est pas formé à ça quand on sort d'une école d'ingénieur. Ça, je confirme. Voilà. Donc c'est l'expérience. Hein. Ouais, et puis c'est une fibre aussi, on l'a ou on l'a pas, je sais pas. Et vous, c'est un aspect que vous aimez bien dans votre travail? Moi, j'aime bien tirer les gens vers le haut et puis qu'on aille dans une direction commune. Ouais. Ça, moi, j'aime bien. C'est gratifiant pour tout le monde, je trouve. Puis on a un objectif commun, donc... Alors on arrive à la fin de cette émission et en dessert, je vous propose de découvrir les recommandations culturelles de nos invités. Alors, Marianne, votre recommandation, et c'est pas habituel, c'est une ville. Oui. Alors moi, je vous emmène faire du tourisme culturel à Parme. C'est une ville, petite ville... ou taille moyenne au nord de l'Italie. Alors pourquoi cette ville en particulier? Le lien avec ce que je fais, c'est qu'elle abrite le siège de l'Autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments. Et vous y passez du coup beaucoup de temps? Voilà, ça fait une quinzaine d'années que je m'y rends plusieurs fois par an en tant qu'expert dans le groupe qui s'occupe de la microbiologie des aliments, des micro-organismes. Et puis, on travaille beaucoup, mais aussi on profite de l'héritage culturel de Parme, qui est une ville gastronomique.
Donc déjà par la gastronomie, mais aussi par son histoire. Quand je traverse le matin pour me rendre à l'EFSA, je vais à pied, je traverse les pavés historiques, les beaux bâtiments. Le soir, on se retrouve entre experts autour d'un bon dîner. Et puis surtout, pendant la période d'octobre, il y a le Festival de Verdi, c'est un grand compositeur italien qui est né pas très loin de Parme, et donc là il y a plusieurs événements d'organiser, Ouais. et donc on profite d'aller à un opéra ou un théâtre. Du point de vue de la gastronomie, qu'est-ce qui vous reste en mémoire? Le parmesan et le jambon dans ma valise au Évidemment. retour pour en profiter, pour en faire profiter les collègues et la famille. Sécurité, bien sûr. Bien sûr, Toujours. sous vide. Jacques-Antoine, vous voulez nous partager un livre Oui, celui-là. alors on a parlé de La guerre microbiologie, bactériologique. on a parlé de microbiologie côté alimentaire. Ouais. On peut aussi, alors on est dans un concept One Health, une seule santé, donc la santé de l'environnement est liée à la santé des animaux qui va avoir un impact sur la santé humaine. La microbio, on peut aussi utiliser malheureusement les micro-organismes à des fins Malveillante. Oui. plus que malveillantes, on va dire. Et donc ce livre retrace un petit peu toute l'histoire depuis le Moyen-Âge, avec l'arrivée de la peste au Moyen-Âge, avec le siège de Constantinople, comment la peste a pu arriver, comment les assaillants ont utilisé les cadavres pesteux pour contaminer, les... Ça s'adresse à tout le monde Non, pas du tout. Clairement non, puisque là, en plus, il est fait référence à une unité de l'armée japonaise, donc l'unité 731, qui a fait des atrocités, on peut le dire, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une série qui a été tirée de ce livre? Pas tirée, mais qui s'en inspire sans vraiment la nommer. Mais si on connaît un petit peu l'histoire de la guerre bactério, on peut essayer de reboucler sur la créature de Kyonsong, ouais, effectivement, sur Netflix. À regarder, mais voilà. Avec des gros avertissements. Pas, pas pour les plus jeunes. Avec ses enfants. Quoi. Non, pas avec les enfants. Et le livre, il y a des passages qui sont vraiment difficiles à soutenir. Mais voilà, c'est... Bon, voilà. Ça reste instructif. Quoi. Oui, je dirais ça comme ça. Voilà. Bon, merci en tout cas à tous les deux pour toutes ces informations très digestes. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve bientôt pour d'autres découvertes scientifiques. Ciao les sorciers.